Bonjour, donc moi, Gilles m'a demandé de présenter R, donc R, voilà. Et honnêtement, j'ai aucune idée comment je vais pouvoir faire ça, parce que on peut quasiment tout faire avec R. Donc pour reprendre ce qu'a dit Faustine, pour ceux qui connaissent Python, R, c'est mieux. Voilà. Euh, Alors, je me suis dit que j'allais commencer par une chose, c'est vous présenter qui je suis, parce que ça va vous donner pas mal d'informations sur qu'est-ce que je suis capable de vous dire sous R, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais pas. Alors moi, je suis un chercheur à l'INRAE, et donc je suis écologiste. C'est-à-dire que je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas statisticien, et je ne suis pas du tout informaticien. Moi, à l'heure actuelle, je fais de l'ingénierie écologique dans le vin, dans le pain, dans tous les aliments fermentés où il y a des levures. Et donc pour ça, j'utilise des modèles prédictifs, de l'analyse de données, des statistiques. Et même si je ne suis pas statisticien, j'ai compris tout ce qu'a dit Faustine au niveau des statistiques. Voilà. En fait, au sein de mon laboratoire, je suis aussi la personne qui est, on va dire, responsable de tout ce qui est analyse de données, statistiques et tout ce qui est open data, open science. Voilà. Et donc moi, je travaille sur des données que moi ou mes collègues, on a produit. Donc on les produit nous, et on les produit pour répondre à une question scientifique précise. Ce qui fait que je ne fais pas de big data, et je ne fais pas de mise en production. Notamment, moi par exemple, si je développe un modèle, le modèle prédictif va être fait pour répondre à une question très précise, et j'ai pas trop de questions d'optimisation en compte, puisqu'en général, je travaille avec des données. Par exemple, moi, je peux charger toutes les données que j'utilise, je peux les charger en mémoire vive de mon ordinateur. Voilà. Alors, au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui font de la production avec R, qui font du calcul déporté, qui font du calcul parallélisé. Notamment, par exemple, Microsoft a développé toute une interface et des packages pour faire ça. Donc, je vous invite à aller voir. Qu'est-ce que je fais sur les analyses de données? Moi, je fais beaucoup de statistiques descriptives, des modèles, je fais un peu de modèles bayésien, mais pas beaucoup, des modèles mixtes, des modèles de régression, des analyses multivariées, des statistiques descriptives, enfin, toutes ces choses-là, des corrélations, des régressions. Je fais du machine learning dans certains points précis, random forest, boosting, ce genre de choses, et un tout petit peu de réseau de neurones, notamment parce qu'on n'a pas assez de données pour le faire. Donc notamment en réseau de neurones, tout ce que j'ai fait, c'est faire quelques tests sur de la reconnaissance d'images. En fait, pour vous dire, pour essayer de détecter automatiquement la dégradation des carpaccio de viande qui deviennent marrons au cours du temps. Voilà, et il ne faut pas que ça devienne marrant. Et donc notamment, par exemple, pour vous dire un truc un peu drôle, c'est que maintenant on a un petit spray qu'on asperge sur les carpaccio, qui est un composé de plusieurs bactéries et tout ça, qui permettent d'empêcher les carpaccio de brunir. Voilà. C'est bio, tout ça. Enfin, c'est pas bio du tout, mais c'est naturel. Et je fais aussi quelques applications de visualisation de données pour aider les gens de mon laboratoire à manipuler les données, à tracer les graphes qu'ils veulent de façon assez facile, puisque globalement, les gens avec qui je travaille ne maîtrisent pas ces outils ou peu. Et même si moi, je forme les gens à faire ça, voilà, je fais aussi des outils comme ça, ils ont l'outil et ils ne me demandent plus après de le faire pour eux. Et je fais tout sous R. C'est-à-dire, si un test statistique, une visualisation n'existe pas sous R, je ne la fais pas. Je trouve une chose. Voilà, c'est mon créneau à moi, parce que je maîtrise R et pas d'autre chose, donc voilà, et que globalement, on peut à peu près tout faire sous R. Alors, bon, qu'est-ce que c'est R? Donc, c'est un langage de programmation. Notamment, il y a un très gros soutien académique. C'est-à-dire, autant dans le privé, on va trouver beaucoup Python, autant dans les académies, on va trouver beaucoup plus souvent R, notamment dans tout ce qui est écologie, tout ça, parce que ça vient un peu de ce monde-là à la base. À côté de ça, depuis, on va dire, un peu moins d'une dizaine d'années, il y a une boîte qui s'est créée, qui a créé une interface graphique, qui a créé, qui est RStudio, qui a créé énormément de packages, dont certains des packages dont tu as parlé, qui a créé Shiny, et en fait, ça a vraiment fait passer R à vraiment un haut niveau, qui a rendu ça beaucoup plus proche des langages de programmation classiques, et qui a des trucs vraiment très performants. R, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement modulaire. Il y a énormément de packages pour faire à peu près tout ce que vous voulez. Il faut vraiment aller les chercher, mais il y a vraiment des packages extrêmement précis pour faire vraiment. Il y a genre 2 fonctions dedans qui sont applicables dans un cas sur 20 000, mais ils sont présents. Notamment, après, il y a des gros packages qui sont vachement intéressants. Il y a Caret, donc tu as parlé, qui est tout un package de machine learning qui va gérer notamment comment on subdivise ces jeux de données en jeux de test, en jeux d'apprentissage, avec plein de fonctions pour faire du random forest, du boosting, enfin énormément de choses.
Il y a tout un ensemble de packages maintenant qui existent pour faire des réseaux de neurones, notamment liés à la bibliothèque Keras. Énormément de choses pour faire connecter les bases de données, quels que soient les types de données, SQL, tout ça. Il y a plein de fonctions pour intégrer des codes de type C++, mais aussi on peut faire du Python, on peut faire du Fortran, on peut faire un peu tous les langages, maintenant on peut les connecter avec R, si vous voulez. Et notamment, il y a des trucs qui sont très performants. Par exemple, moi je n'utilise pas, mais par exemple, il existe un package data.table qui est fait pour manipuler les jeux de données, et qui est un des trucs les plus performants qui existent à l'heure actuelle. Voilà. Par exemple, sur Python, il n'y a rien d'aussi bon. Je confirmerai, mais voilà. C'est pas moi qui le dis, il y a eu un benchmark qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est pour dire que même si c'est beaucoup utilisé par les académiques, il y a eu vraiment un très très gros travail d'optimisation. Moi, je ne peux pas en parler trop parce que je l'utilise pas énormément. Donc là-dessus, voilà. Et c'est très très bon pour tout ce qui est la visualisation des données et les statistiques. Là-dessus, ça marche très bien, on peut faire plein de choses. Alors, quand je vous ai dit tout ça, après, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est vous montrer directement R. Donc, essayer de vous montrer un peu du code, des choses comme ça. Voir un peu tout ce qu'on peut faire dedans. Donc, bah, on va passer un peu, on va essayer de voir si on arrive à faire ça. Alors, de base, R, c'est ça. Alors, on peut l'utiliser directement en ligne de commande dans les terminaux, les choses comme ça. Moi, je le fais pas. Mais sinon, de base, R, c'est comme ça. C'est très moche, très chiant à utiliser. Donc, je vous conseille, moi, de passer directement sous, par exemple, ce qui a été développé, RStudio. Donc, dans RStudio, en fait, ils ont fait toute une interface. Bon, là, on va essayer de l'agrandir. Toute une interface qui est vraiment très bien faite parce qu'elle permet de tout faire. Donc là en haut, vous avez une console où vous avez tous vos scripts. Ici, le terminal où tout va, la console où tout va s'effectuer. Ici, vous avez différents onglets qui vont vous donner toutes les variables qui sont en mémoire, l'historique. Si vous vous connectez à des bases de données et vous faites tout ça, tout va apparaître ici. Ici, vous avez un explorateur de fichiers. Vous avez toutes les aides qui sont là. Par exemple, les aides que Faustine a codées dans ses packages. Et donc il y a là, et donc vous avez par exemple là, c'est pour un test de student, et vous avez tous les trucs, et comme Faustine en a parlé, vous avez à la fin toujours des exemples. Vous avez de quoi tracer des graphes, vous avez tout ça. Vous avez en plus de tout ça, toute une interface pour connecter à Git, GitLab, pour publier sur différents types de publications, enfin, tout peut être configuré pour utiliser tous ces outils-là. Direct dans R, c'est-à-dire vous pouvez configurer vos guides, tout ça dans R, et une fois que vous faites votre code, vous le sauvegardez, et automatiquement, il peut faire les push, les pulls, il peut faire tout peut être géré directement dedans. Donc ça, c'est vraiment une interface qui est vraiment très très bien, et qui fait faire plein de choses. Donc là, je vous ai mis un petit bout de code. Alors, moi, je charge une bibliothèque là, qui est un package tidyverse, qui est un package développé par les gens de RStudio, qui est tout un ensemble de packages faits pour manipuler les données. Reformater vos tableaux, calculer des résumés, des choses comme ça. Alors, hop, on va continuer à faire un peu ça. Par exemple, vous avez une option pour regarder tous vos tableaux. Je vous montre un peu plein de trucs. Posez-moi des questions, interrompez-moi, parce que je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus. Donc, je vais dérouler un peu, mais si vous voulez poser des questions précises, vous me dites stop et je m'arrête. Et on en parle. Ça, et par exemple, on a plein de façons de regarder les données, et par exemple, là, avec ce petit code, qu'on va regarder un petit peu, je peux prendre un jeu de données, grouper, en fait, je peux dire à ce jeu de données que tous les calculs que tu vas faire dessus, tu vas le faire en fonction de ces deux variables. Donc là, par exemple, je vais grouper, dans mon cas, moi je travaille sur des espèces de levures différentes, et sur une notion de temps. Par exemple, Faustine, ça aurait pu être la notion de temps, et si c'est sur Apple ou Android. En dessous, je vais lui demander de me calculer pour une variable, moi dans mon cas c'est la production de CO2, l'ensemble, par exemple là, de la moyenne et de l'écart type, pour toutes les combinaisons possibles dans mon jeu de données entre l'espèce et le temps. Et ça, c'est des fonctions qui ont été extrêmement optimisées, donc ça va extrêmement vite, même avec des jeux de données, dans mon cas, qui vont jusqu'au giga. Après, pour le plus haut, il faut commencer à paralléliser, mais ça va extrêmement vite, et ça marche extrêmement bien. Ah, par exemple, là vous avez le résultat, donc là c'est les différentes espèces, les différents temps et toutes les variables. Alors après, qu'est-ce que je vous ai mis on peut très facilement
sélectionner, par exemple, des variables qui nous plaisent, sélectionner des lignes. Par exemple, on peut faire des sélections de filtres en fonction de je veux que cette valeur soit au-dessus de celle-là, que celle-là soit au-dessus de celle-là. On peut très facilement créer des nouvelles colonnes, faire tout ça. On peut faire très facilement... attendez, je vais appeler ça... Hop. Très facilement des graphiques. Ils vont s'afficher là. C'est tout petit, pardon. Donc là, par exemple, c'est des graphiques qui s'affichent extrêmement facilement. Et avec RStudio, on peut les exporter sous tous les formats qu'on veut, PNG, TIFF, ainsi de suite. Donc on peut faire plein de choses comme ça. Et pour la visualisation de données aussi, on peut aller faire des petits trucs assez drôles. Par exemple, on peut faire une version interactive de ces graphes. Donc par exemple, ce graphe-là, si moi, c'est cette zone qui m'intéresse, je peux zoomer directement dessus. Si je place le curseur sur une valeur, j'ai les informations. Donc ça, on peut les afficher très facilement. Et on peut même faire un truc un peu plus drôle. Hop. Qui sont des graphiques en 3D. Donc on peut explorer les jeux de données comme ça assez facilement. Bon, ça, c'est, on va dire, le script R de base. Voilà, avec ça, on peut faire énormément de choses. Notamment, ça va extrêmement vite et c'est extrêmement efficace pour tout ce qui va être analyse statistique directe, visualisation des données, manipulation de tableaux, des choses comme ça. Après, on peut aussi faire du R Markdown. Donc ça, c'est le langage, c'est le Markdown avec les balises HTML et latex. On peut intégrer des figures, on peut intégrer un peu tout. On le balance. Ça calcule un peu. Hop. Est-ce que je peux le mettre en plus grand, ça? Ouais, attendez. Bon, j'arrive pas à le mettre en plus grand, mais... Voilà, si on va réussir. Et donc là, par exemple, j'ai créé un petit fichier Markdown, HTML, dont, là, bon, ça marche pas, hein, bon, mais normalement, par exemple, je crée un sommaire dynamique. Voilà, donc je peux sauter de dire, ah bah voilà, le voilà. Et je peux aller où je veux, comme ça, dedans, et là, par exemple, moi, je rajoute toujours dans mes trucs la configuration de mon ordinateur, tous les packages que j'ai, quelle version de Mac, tout ça. Et on a tous les graphes qui s'intègrent, dans lesquels on peut faire... et donc, ils sont toujours... voilà, c'est du HTML après. Moi, par exemple, j'exporte en HTML, et j'utilise ça pour communiquer avec tous les gens avec qui je travaille. Et là-dedans, vous avez à la fois le code qui apparaît, enfin... bon. En général, tous ceux qui travaillent avec du Markdown et qui font du reporting connaissent ce genre de choses, et ça marche très bien sous R, avec pas mal de choses optimisées. Alors, après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, ce que je pensais vous montrer, c'est Shiny. Alors, Shiny, c'est un petit langage qui a été rajouté à R pour faire des petites applications réactives, qui sont du code tout bête, mais qui permettent de faire pas mal de petits trucs. Donc, hop. Je vous montre juste des petits exemples. Oui, je ne suis pas connecté à Internet, ça ne va pas marcher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, interrompez-moi, parce que... voilà, R, c'est vaste, donc... Ouais. Sur les données. Ouais. Comment est-ce qu'on génère des données? Comment est-ce qu'on peut générer un jeu? Alors, tu génères pas les données sous R. Après, ça dépend. Tu peux avoir des... Par exemple, si tu as un algorithme qui génère des données, qui génère des modèles, qui, par exemple, qui, par exemple, va suivre des lois statistiques pour générer de la donnée, ça va se faire sous R. Dans mon cas à moi, en général, j'utilise plein d'appareils de mesure et j'importe toutes ces données. En général, en TXT, en CSV. Moi, je travaille avec des biologistes, donc j'importe en Excel. Voilà, ce qui peut... voilà. Mais bon, voilà. Sinon, alors... Pour ce qui est de rentrer des données dans un tableau, R, c'est nul. Voilà. Faites-le dans autre chose, ça marche vraiment pas bien pour remplir les données dans des tableaux. Mais vous, je pense que dans vos cas, il y a très peu de personnes qui remplissent eux-mêmes leur tableau dans cette pièce, je pense. Je pense que c'est plutôt généré par des choses. Voilà. Mais sinon, ouais. Après, ça dépend ce que tu fais, en fait.
Moi, par exemple, c'est vrai que dans certains cas, j'utilise des modèles de prédiction, notamment par exemple, moi j'ai créé des modèles qui vont me prédire la dynamique de différentes levures au cours de la fermentation alcoolique du vin, en fonction d'un ensemble d'un modèle qui a une trentaine de paramètres, et je suis ça en dynamique, je génère ces données-là, et en général ce que je fais c'est que je vais varier tous ces paramètres-là, je génère toutes ces données-là, et après j'en déduis en fait quels sont, dans la variation aléatoire de mes paramètres, quels sont les paramètres optimaux qu'on va après essayer de rechercher ou de imposer à nos fermentations. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer un truc hyper simple que, voilà, que j'avais fait pour... voilà, que c'est une petite démo pour tester. Donc là, hop, c'est juste une petite app avec un petit slider, je génère un certain nombre de points. Et en fonction, si c'est que cette zone qui m'intéresse, automatiquement, ça me trace un autre graphe en dessous avec les distributions relatives des deux choses. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'ai utilisé en démo, mais que moi j'utilise dans mes travaux quand je veux explorer un jeu de données très multidimensionnel. J'ai notamment une appli où, parce que moi, par exemple, j'ai un jeu de données où on va avoir une vingtaine de variables. On choisit quelles variables on veut explorer, on les affiche, et après on peut aller chercher à l'intérieur de ça les zones qui nous intéressent, les zones qui ont une caractéristique précise. Ouais. Tu peux montrer le code source qui est derrière, qu'on voit à peu près ce qu'il faut pour arriver à ça. Alors, Une petite idée. je pense que si je fais ça, je peux le récupérer. Il est quelque part sur mon ordi, sinon. Si t'en as un autre, mais... Ouais, j'en ai. Alors ça, c'est assez ridicule en termes de... Alors voilà, hop. Ça, c'est la partie serveur. C'est là où il y a tous les calculs, en fait. Donc voilà, c'est 70 lignes. Et en fait, les codes Shiny sont toujours basés sur deux parties. Tu as un deuxième code qui est l'interface, voilà, qui fait 40 lignes. Alors à côté de ça, un autre truc que j'avais fait moi, il y a quelques années pour le concours Hack DataVis de Toulouse, qui est, je vais essayer de vous retrouver là. Bon, j'ai pas gagné le concours, hein. Ça va prendre un peu de temps à charger. Donc là, en fait, on avait tout un ensemble de données sur la région Occitanie. Et par exemple, moi, j'ai fait un premier graphique de ce type-là, qui, par exemple, on va afficher quoi? Est-ce que j'ai une... On va afficher... Allez, hop. Bon, normalement, voilà. Vous avez là, pour une variable, toutes les communes de la région Occitanie qui s'affichent avec un code couleur. Voilà. Sinon, petite corrélation. Je peux tracer des corrélations. Alors, une corrélation que je trouve très drôle, c'est l'altitude moyenne en fonction de qui a voté pour Macron. Et notamment, c'est la corrélation la plus significative du jeu de données. Si vous êtes en altitude, vous votez pour Macron. Voilà, il faut le savoir, en Occitanie, plus on est haut, plus on vote pour Macron. Sinon, on peut aussi savoir que c'est à Montpellier où il y a le plus de magasins de chaussures par habitant. Voilà. Voilà. Mais tout ça, c'est fait avec Shiny, et c'est des codes assez simples. Et vous voyez quand même, on peut quand même arriver à avoir une interface, bon là, qui est toute dégueulasse parce que c'est tout petit pour vous, mais qui fonctionne bien avec, voilà, avec un jeu de données qui est quand même, bon, c'est un petit jeu de données, il doit faire, je crois qu'il fait genre 15 000 lignes. Oui. C'est portable sur... Ah non, ça c'est valable sur, je peux l'ouvrir avec mon téléphone portable. C'est du web, voilà. Bon, c'est pas... Mon app marche pas bien sur ton téléphone portable, mais il y a des gens qui font ça extrêmement bien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ça, il y a ce qu'ils appellent Shiny Gallery. Oui. Et donc, Shiny Gallery, vous avez toutes ces apps-là, et il y a des apps qui font vraiment de tout. Il y a des apps de visualisation de données médicales, des apps d'exploration géographique avec les cartes du monde entier. Enfin, vous avez énormément d'apps de plein de choses.
Et tout ça, quoi qu'il arrive, vous pouvez télécharger le code. À tout moment, vous pouvez télécharger le code. Vous avez la version, les deux, le UI et le serveur. Et vous pouvez recopier tout ça. Moi, notamment, ce que j'aime avec R, c'est que toutes les fonctions sont parfaitement toujours disponibles. Si je télécharge le package de Faustine, je peux ouvrir toutes les fonctions, regarder comment elles sont codées, les unes derrière les autres, et voilà. Et donc moi, par exemple, j'étais assez content quand j'ai vu la présentation de Faustine, de voir qu'elle utilisait le package Deeplear, qui est le package que j'utilise moi pour manipuler mes données. Je me dis que si elle le fait, c'est qu'il doit être plutôt optimisé. Donc voilà pour Shiny. Après, voilà à peu près ce que je m'étais dit que je pourrais vous montrer qu'il soit un minimum visuel. Vas-y. Est-ce qu'on doit un langage descriptif? Maintenant, si je peux l'utiliser dans un autre contexte, je suis... Alors, RStudio, pas du tout. RStudio, c'est purement une interface. Mais du coup, tu as besoin d'installer quoi si tu veux déployer R et les packages de la dépendance. D'accord, ça représente combien? Non, beaucoup moins. C'est petit. C'est pas grand-chose, R. Hein. C'est assez petit. Après, R seul, moi qui suis... je peux l'utiliser R de base pour ce que je fais. Dès qu'on veut faire des trucs un peu poussés, en général, on installe des packages, mais c'est vraiment... C'est peanuts, quoi. Enfin, je vois pas dans quelle situation l'install de R pourrait poser un problème. On peut les installer sur tous les types de serveurs. C'est complètement pilotable en ligne de commande pure. Après, ouais, non, je crois pas qu'il y ait de problème. Voilà. Alors, il y a certains packages, notamment les packages qui vont interfacer avec C++, des choses comme ça, où il faut installer des librairies. Moi, par exemple, je travaille sur les réseaux métaboliques et tout ce qui est package de flux métabolique, c'est un enfer parce qu'il faut installer des librairies, des sous-librairies, il y a des dépendances de tous les côtés. Mais globalement, moi, je ne suis pas informaticien. Et si vous me mettez avec un serveur en ligne de commande, je suis mort. Voilà. Et j'ai jamais pas réussi à installer un package R. Voilà. Alors parfois, ça me demande d'aller chercher sur Google une vingtaine de questions un peu débiles. Notamment, j'ai cette erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Erreur DL423. Voilà. Donc, encore une fois, quand je vois tout ce que tu as fait sur ton package, je me dis merci pour ceux qui vont l'utiliser. Mais j'ai jamais eu de problème. Donc, voilà, ça ne demande pas d'être vraiment très bon en informatique. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps de demander de l'aide à quelqu'un qui, par exemple, s'y connaissait bien mieux en Linux que moi, parce que je ne connaissais pas bien les lignes de commande, de manipulation, mais c'est très facile à installer. Voilà. 77 mégabits la version pour Mac. 77 mégabits, voilà. Ainsi, un dernier truc que je voulais vous montrer, que je trouve... Alors là, c'est pour collaborer avec les gens. RStudio a mis en place RStudio Cloud, qui en fait, pour les petites équipes, tout ça a des services gratuits, c'est-à-dire qu'on peut collaborer. Moi, à mon échelle, je collabore sur, on va dire, une dizaine de projets de petite taille avec une dizaine de personnes. Et ben en fait, maintenant, je peux... Ok, bon, bah ça marche pas aujourd'hui. Mais RStudio Cloud permet en fait de créer des packages, de développer des algorithmes, tout ça, et tout stocker dans le cloud pour travailler en fait à plusieurs sur les mêmes et tout synchroniser et tout connecter avec GitLab aussi ou d'autres types de trucs. Et c'est vraiment pas mal pour... moi, je sais que maintenant, j'utilise pour travailler avec des gens quand ils sont pas dans mon labo, pour que c'est plus simple, parce que comme ça, ils ne me cassent pas mon R sur mon ordi. Mais c'est vraiment pas mal ça. Alors après, pour ceux qui veulent l'utiliser, on va dire de façon professionnelle pour la prod, tout ça, il y a des solutions payantes, notamment pour en fonction du nombre de pros qu'on veut allouer à nos calculs, de la taille de... C'est ma question justement, parce que tout à l'heure tu parlais de R. Alors, R en natif ne parallélise pas. Après, il y a beaucoup de packages qui ont été optimisés pour faire du parallèle. Par exemple, le package Caret, qui est un package spécialisé en machine learning, toutes ces fonctions sont parallélisées. C'est-à-dire quand on les lance, ça bouffe tous les pros qui sont disponibles. Voilà. Après, il existe des packages faits pour parallèle, c'est le nom du package, voilà, qui sont faits vraiment pour paralléliser le code. Après, c'est quelque chose que j'utilise peu, parce que j'ai peu de choses qui me demandent vraiment de laisser tourner ma machine un temps long. Donc au pire, moi, ce que je fais, c'est que je lance le soir et je pars, et le matin, c'est réglé. Voilà. Mais sinon, il y a vraiment des choses, notamment, ça j'invite, Microsoft a développé son propre IDE pour R, avec tout un ensemble de fonctions vraiment fait pour paralléliser et pour traiter les jeux de données par chunk.
Voilà. Ça, ils ont fait un énorme travail là-dessus qui est plutôt pas mal, je crois. Voilà. Ouais. J'ai une question. Alors, oui, non. Alors, oui, je peux montrer comment ça marche, en fait, à la base. Alors, hop. En fait, pour ça, il faut faire un nouveau projet. Okay. Alors, on s'en moque. Hop. Et donc, notamment, quand on crée un nouveau projet, on peut faire créer. En fait, un projet R, c'est un dossier dans lequel il va avoir l'ensemble des sous-dossiers qui vont être nécessaires à ce projet-là. Notamment, les packages vont être stockés à un endroit. Tout va être pré-construit et stocké. Et quand on le crée, en fait, on peut choisir un projet déjà créé, qu'on a créé nous-mêmes à l'avance, et on peut le connecter en version contrôle. Et quand tu le connectes en version contrôle, il te demande d'avoir ton identifiant Git, ton code Git, il fait des tests, et c'est bouclé. Et après, à chaque fois que tu fermes ton projet, il te demande si tu veux le push. Tu dis oui ou non, et hop, c'est fait. Voilà. Et comme ça, ton package, ton dossier R-Project est en permanence maintenu comme ça. Voilà. Moi, je devrais utiliser plus souvent ça. Voilà. Comme les gens avec qui je travaille ne savent pas que ça existe, pour l'instant, je suis tranquille. Voilà. Après, il y a dans RStudio, ça je ne l'ai pas dit, il y a des très bonnes fonctions de débugage, d'autocomplétion, de correction, même on va dire de la propreté du code, c'est-à-dire bien les espaces au bon endroit, tout ça et tout. Parce que R de base n'est pas sensible aux espaces, mais c'est pour être plus propre. Donc par exemple, si je mets pas d'espace autour d'un égal, il me dit ah, t'as pas mis d'espace autour du égal, ce serait plus joli avec. Il y a même des fonctions, des raccourcis où je prends tout mon code, je fais CTRL je sais plus quoi, et automatiquement, hop, il applique tout partout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Notamment, l'algorithme de complétion automatique, il est pas mal du tout parce que, notamment, il prend en compte le contexte. En fonction du type de fonction qu'on a utilisé avant, il va proposer les bonnes choses. Par exemple, si je commence à taper des fonctions qui sont de type manipulation de tableau, automatiquement, il va me proposer les noms de tous les tableaux qu'il a en mémoire. Donc il est vraiment assez puissant pour ça. Plus puissant que moi, ce que j'ai utilisé ailleurs. Donc voilà. Après, ouais, vas-y. C'est très bien, mais est-ce qu'il y a quand même des trucs qui ne vont pas? Alors, je ne sais pas. En fait, je pense que les trucs qui vont pas dans R, là, les limites de R, c'est des limites que moi, j'ai pas atteint. Je pense que c'est au niveau de la prod, de l'optimisation des codes, des choses comme ça. Voilà. Moi, ça, j'y suis pas. Moi, j'ai jamais atteint ces limites-là. Mais je sais que moi, par exemple, des gens que je connais qui travaillent sous R et qui font des trucs plus poussés, souvent, par exemple, vont commencer à faire tout le travail de stat au début sous R, puis après, vont tout transférer sous C ou C++, vraiment pour optimiser à mort et aller le plus vite possible. Voilà. Moi, c'est plus défaillant quand on change des trous de données. Mais c'est pas forcément fait à l'intérieur des jeux de données à ligne. Moi, je suis monté à maximum 16 millions de lignes, mais c'était 4 colonnes. Oui. Voilà. Notamment, moi, par exemple, c'était à une époque quand je m'entraînais sous R, tout ça, par exemple, j'ai repris un jeu de données qui donne les oscilloscopes de vos téléphones portables. Donc, j'avais mouvement X, mouvement Y, mouvement Z, et sur toute la journée, toutes les secondes. Et par exemple, ça, j'ai pu développer un algorithme de prédiction pour savoir si on est en train de marcher, de courir, de monter un escalier ou de nager. Je ne sais pas qui a nagé avec son téléphone, mais bon. Voilà, j'ai déjà fait je ne sais pas comment le terme est exact, mais de l'analyse du langage, notamment retrouver les mots les plus fréquents, les combinaisons de mots, faire aussi de l'évaluation de niveau d'émotion dans les mots en fonction de vocabulaire. Tidy Text. Voilà. Alors, c'est un peu chiant Tidy Text parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de trucs prévus pour le français. Donc, il faut aller les chercher. Voilà. Mais sinon, en anglais, ça marche pas mal du tout. Et ils ont vraiment... En fait, Tidy Text a repris toute la philosophie du package Tidyverse. Donc, c'est vraiment des fonctions qui se ressemblent toutes les unes les autres. Et ça marche vraiment pas mal. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait pareil pour m'entraîner, j'ai fait un algorithme de prédiction du prochain mot, comme dans vos téléphones. Sauf que le mien, il disait the.
Voilà, enfin qui marchait pas extrêmement bien, mais... Alors, j'en ai fait tout un petit peu et je l'ai fait avec les packages qui utilisaient Keras. Et en fait, directement, en fait, moi, je prenais des images et je les transformais en... C'est quoi les termes officiels? En matrice à plusieurs dimensions, en... Hein? Voilà, en tenseur. Et après, je les ai... voilà. Mais moi, en fait, le problème, c'est que j'ai commencé à travailler là-dessus. J'avais au départ un jeu de données de 100 images à noter. Donc, ce qui n'est pas des masses, mais qui marche à peu près. Et après, j'ai dû arrêter parce qu'en fait, les gens avec qui je travaillais là-dessus n'avaient pas les moyens de produire un jeu de données suffisant pour que ça marche. Mais il y a un bouquin très bien pour utiliser tout ce qui est réseau de neurones, des choses comme ça, qui s'appelle Keras, je crois. Oui? Non. Alors, ouais, bah, je crois que j'utilise R comme une surcouche de Keras, qui est comme une surcouche de TensorFlow. Mais je crois pas que ce soit du Python dans... Après, il y a des trucs que j'utilise qui sont du Python dans R. Voilà, ça existe. Il y a du Fortran dans R, il y a du C++ dans R. À noter que RStudio, maintenant, est compatible Python. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce que je fais sous RStudio avec R, mais aussi avec Python. Voilà. C'est-à-dire qu'il reconnaît tous les langages, tout ça et tout. Je l'ai jamais essayé. J'ai vu passer la news. Voilà. Bah, en fait, RStudio, c'est une interface d'utilisation. Ça fait, voilà. Derrière, R, c'est derrière qui tourne. R derrière tourne avec tous les packages, tout ça. C'est vraiment une interface d'utilisation. Et en fait, ils ont fait en sorte que cette interface soit complètement compatible avec Python. Oui, j'ai vu qu'on pouvait même alterner, non? Oui, oui. En fait, dans les R Markdown, tu peux alterner des blocs de Python, des blocs HTML, des blocs, enfin, avec les balises. Il reconnaît pas mal de langages. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Alors, moi, alors j'ai travaillé sur MATLAB. Alors, mon problème avec MATLAB, c'est que c'est payant et que tu n'as jamais accès aux fonctions. C'est-à-dire, souvent, tu n'as aucune idée de ce que fait la fonction, comment elle le fait. Et moi, c'est pour ça que je préfère R. Voilà. Après, moi, j'ai fait d'analyse de réseau métabolique. Donc, c'est de l'optimisation linéaire, des choses comme ça. Je l'ai fait sous R et sous MATLAB. Sous MATLAB, c'était un peu plus performant en termes de vitesse, mais je pense parce que les packages regex, les choses comme ça, étaient un peu plus optimisés sous MATLAB. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne sous MATLAB, c'est le côté payant et fermé. Voilà. Ce qui, moi, m'embête. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. R, je sais qu'il y a plein de gens qui l'utilisent en prod. Enfin, pas plein au sens de plein de gens comme Python. Mais il y a vraiment des gens qui l'utilisent en prod et qui balancent ça sur serveur en automatique total. Moi, ça, j'ai pas touché. Mais par contre, si vous tapez R for Production dans Google, vous allez tomber sur une quarantaine d'articles, des exemples de code, des choses comme ça. Après, RStudio a pas mal de services liés au cloud, faits pour les professionnels, on va dire, où là, on paye pour avoir accès à du multi-processeur, de la mémoire, des choses comme ça. Mais voilà, après, je sais pas ce que tu entendais par pro, mais ces trucs-là. Ouais. Ouais. Comment tu fais quand t'as... Ouais. Oui, alors après, moi, j'ai fait, pour ça, je fais des trucs très classiques qu'on utilise beaucoup en stats, les analyses multivariées, PCA, ACM, des choses comme ça, que j'utilise. Voilà, moi, j'utilise ces genres de choses. Voilà. Après, il existe des outils. Bah, moi, je sais que par exemple, quand, j'utilise Shiny pour faire ça, par exemple, pour aider les gens pour visualiser, parce que comme ça, ils ont l'option de choisir les axes qu'ils veulent regarder et regardent tout ça. Après, je sais pas s'il y a des outils beaucoup plus intelligents que ça, mais je pense que ça doit exister, mais c'est juste que je les connais pas forcément. Ouais. J'aurais tendance à dire, je pense que oui. Après, je les connais pas. Je connais pas ces outils sous Python. Voilà. Ouais. D'accord. Au début ou à la fin, mais...
Oui. Enfin, moi, ouais. Le package de Foxy n'existe que sous R. Voilà, oui. C'est mieux. Voilà, après, moi, je sais que tout ce que j'ai cherché à faire, je l'ai trouvé sous R pour l'instant. Voilà. Après, moi, j'utilise pas Python parce que je connais pas Python, tout simplement. Je l'ai fait une fois, j'ai fait un Python pendant 2 jours au cours d'une formation, c'est tout. Et comme moi, je maîtrise mieux R, bah, je préfère faire sous R. Mais honnêtement, je peux absolument pas vous dire en termes de performance pour vos applications si c'est mieux ou pas. Voilà. Si vous allez dans une fac, il y a de fortes chances que les gens utilisent R, où que ce soit dans le monde. Non, mais bah, il y a les bioinformaticiens, voilà, en bioinfo, qui ont tendance à... En fait, ça dépend beaucoup de l'origine des gens qui travaillent. Si les gens, ce sont des informaticiens de formation, ou des mathématiciens, les mathématiciens, ils font MATLAB Mathematica, mais les informaticiens de formation ont tendance à importer Python, et les écologistes, les statisticiens, les gens comme ça ont tendance à faire plus R. Après, comme vous le sentez, quoi, après... Si vous faites du Python, je pourrais pas vous aider. Si vous faites de R, je pourrais peut-être pas vous aider, mais peut-être que oui. Voilà. Mais pour tout ce qui est vraiment, moi j'utilise un truc, moi honnêtement, j'ai déjà fait plusieurs hackaviz, des soirées, représenter un jeu de données, trouver des informations, tout ça. Et à chaque fois que j'ai fait ça, moi j'étais sous R, il y avait des gens sous d'autres choses, et à chaque fois j'étais dans les plus efficaces. Donc pour tout ce qui est statistique rapide, analyse de données, visualisation de données, manipulation de tableaux, ça va, c'est extrêmement bon. Je dis pas que c'est les meilleurs, mais ça marche vraiment bien pour ça. Voilà. Bah, de rien.